Bonjour et bienvenue sur Tricotouch. Aujourd'hui, c'est un tuto, le tuto numéro 23 pour tricoter un cache-couche bébé en 7 tailles. Donc les 4 premières tailles, ça va de la naissance jusqu'à 9 mois et ensuite 12, 18 et 24 mois. Comme d'habitude, vous pourrez tricoter ce cache-couche quel que soit le fil et les aiguilles que vous utilisez. Pour ça, il faudra simplement faire un échantillon. Comme d'habitude aussi, vous trouverez toutes les informations nécessaires, les liens vers les vidéos, enfin tout ce que je peux vous apporter en plus, vous le trouverez dans la barre d'infos qui se trouve sous la vidéo. Alors vous pourrez choisir en plus parmi les 3 versions que je propose. Celle-ci, la première, c'est celle que je filme en direct où vous avez une petite languette sur laquelle vous pourrez venir poser soit des pressions, soit des petits boutons layettes. Là, il n'y a pas de boutonnière puisque les petits boutons layettes, on arrive à les passer au travers des mailles. La deuxième version que vous pourrez faire, c'est celle-ci. Elle convient peut-être beaucoup plus aux tailles un peu plus grandes. C'est un cache-couche qui s'enfile et donc qui est cousu. On peut éventuellement rajouter une hauteur de cotte pour pouvoir retourner le haut. Et la troisième version que je propose est un intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire qu'on a effectivement une languette pour pouvoir venir poser des boutons, mais on va l'élargir pour pouvoir faire des boutonnières pour que ce soit plus simple à mettre et enlever, ou aussi simplement parce que vous n'avez que des gros boutons et que du coup ça ne conviendrait pas avec cette finition là. Là j'ai choisi de tricoter ces cache-couches avec un fil un peu épais, un fil d'hiver. Bon, ce sont des petits cadeaux, donc l'objectif ici c'est de faire aussi la petite brassière du tuto 20 qui va avec, et puis éventuellement que je tricote des petits chaussons. Donc pour le coup ça se porte à l'intérieur, puisque par définition si on met un cache-couche on ne va pas mettre des collants par dessus. Cela étant, je pense que ça serait super joli avec un petit coton ou un fil de printemps pour un enfant, notamment pour une petite fille, ou pour un petit garçon d'ailleurs, pour la robe de baptême, ou pour mettre tout simplement sous une petite robe de printemps. Voilà qui est dit. Dans le tuto, je vais donc vous montrer comment on recalcule en fonction de son échantillon. Donc ça suppose évidemment, mais ça c'est valable pour la quasi-totalité de mes tutos, que vous ayez fait un échantillon. Et puis je vous montre donc les 3 versions qui sont possibles, et puis ça sera évidemment à vous de choisir celle que vous préférez en fonction en particulier de l'âge de l'enfant, mais aussi en fonction du matériel que vous avez, si vous avez des pressions, si vous n'en avez pas, si vos boutons sont gros, etc., etc. Ça reste quand même un tuto très facile, débutant. Je pense qu'en débutant, il n'y aura pas de problème. Dans le tuto, je vous donne quelques liens vers d'autres vidéos que j'ai faites sur des points techniques en particulier, mais je le montre tout de même. Donc vous n'aurez aucune difficulté à le suivre. Alors pour vous donner un petit ordre d'idée quand même des tailles, celui-ci, je l'ai réalisé... Alors attends, j'ai mis une petite étiquette dedans parce que j'arrive jamais à m'en souvenir. Ah oui, c'est le 1-3 mois sur lequel j'ai mis des petites pressions. Honnêtement, je le dirai dans le bilan, c'est pas forcément le plus pratique, les pressions sur un point qui est très souple comme ça avec un fil aussi gros. À voir. Donc ici le 1-3 mois, ici c'est le 6-9 mois, celui-ci aussi. Là, c'est du 12 mois. Je n'ai pas encore fait du 18 et du 24 mois parce que la question ne se pose pas pour l'instant. Et je m'étais amusée à en faire un beaucoup plus petit, mais là, les dimensions ne sont pas sur le patron. C'est quelque chose qui pourrait être l'équivalent de prématuré. Ça n'a pas vraiment de sens de faire cette finition pour un prématuré puisqu'il s'agirait de l'enfiler et je ne crois pas que ce soit l'idéal. Cela étant, si vous prenez la taille 0-1 mois et que vous enlevez un peu quelques centimètres, vous utilisez des aiguilles plus petites que votre échantillon, ça permet peut-être de faire un petit cache-couche très joli pour tout simplement pour un petit poupon. Allez, je vous laisse le temps de tricoter, de compter votre échantillon au point mousse. Et puis, on va tout simplement attaquer. Première étape de ce tuto, le matériel. Alors, une aiguille à laine, c'est-à-dire une aiguille avec un bout arrondi, puis un chat très grand. Vous avez différents modèles. La petite calculette qui va bien, le mètre de couturière ou un réglé. S'agissant du fil et des aiguilles, donc on va refaire tous les calculs ensemble, ça vous permet de choisir le fil que vous voulez et donc d'utiliser aussi les aiguilles que vous voulez. Juste un petit conseil, c'est un ouvrage qui se fait au point mousse. Donc moi je vous conseille de regarder la taille qui est préconisée pour votre fil et de tricoter avec des aiguilles une demi-taille en dessous. Si vous avez une pelote de laine avec un fil qui se tricote en 4,5, prenez des aiguilles numéro 4. Le point mousse a tendance à s'étendre pas mal, donc il vaut mieux. Concernant le fil que je vais utiliser, c'est un fil de chez Zeman qui s'appelle Julia et qui initialement se tricote avec des aiguilles 7-8. C'est ce que préconise le fabricant. Honnêtement, non. 7-8, c'est beaucoup trop gros pour ce fil-là. Moi, je dirais 6. Et pour ce tuto, j'ai décidé d'utiliser des aiguilles numéro 5.
Deuxième étape, maintenant que vous avez votre fil et vos aiguilles, vous devez tricoter un échantillon au point mousse. Quelque part par là, une petite boîte de dialogue qui s'ouvre, qui vous emmène vers un tuto que j'ai fait sur la façon de tricoter un échantillon et surtout la façon de le compter. C'est grâce à cet échantillon que vous allez pouvoir remplacer mes chiffres par les vôtres au moment des calculs. Oui, avec la précipitation, j'allais oublier de vous parler du reste du matériel, les marqueurs. Donc ce qui serait bien, ça serait que vous ayez 2 marqueurs qui s'ouvrent. Donc soit acheter dans le commerce, soit vous prenez un fil de couleur contrastante et une aiguille, et ça marchera très bien, ça nous fera un marqueur. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, je ne sais pas, et que vous n'avez que des petits marqueurs qui ne s'ouvrent pas, vous pourrez aussi les utiliser, mais vous ne pourrez pas les mettre en début de rang, vous serez obligé de les mettre au moment où vous tricoterez le rang. Ce n'est pas vraiment un problème, c'est juste qu'il faut y penser. J'essayerai de vous le rappeler. Donc côté matériel, je crois qu'on est bon. Étape suivante, il s'agit d'aller télécharger le patron. Alors donc c'est le tuto 23 pour un cache-couche qui est en cette taille. Ce patron, vous allez le trouver sur mon compte Facebook, dans le tableau, donc dans l'album photo numéro 23, mais c'est pas toujours facile à trouver. Je vous conseille vraiment d'aller plutôt sur mon compte Pinterest, qui s'appelle Tricotouch aussi, et c'est le tableau numéro 23. Donc c'est un patron qui est sous forme de photo et que vous pouvez naturellement imprimer. Alors tous les liens dont je parle dans le tuto, que ce soit ma page Facebook ou Pinterest et puis d'autres liens aussi, vous les trouvez dans la barre d'infos qui se trouve sous la vidéo. Selon la taille que vous tricotez, vous allez utiliser plutôt ce schéma ou plutôt celui-ci. Donc celui-là, c'est pour les tailles 0, 1 mois, 1, 3 mois, 3, 6 mois, 6, 9 mois. Ce schéma-là, c'est exactement la même chose, mais on n'a pas la petite languette ici. Ça sera pour les tailles 12, 18 et 24 mois. Pardon. Voilà, maintenant que j'ai le patron, je vais sélectionner la taille que je souhaite tricoter. Donc en ce qui me concerne, je vais tricoter la taille 6-9 mois. Donc je sélectionne 1, 2, 3, hop, les mensurations qui correspondent à la taille que j'ai sélectionnée. Et je reporte ces mensurations sur mon joli petit schéma. Ce sont des mensurations en centimètres. 39. Donc j'ai tricoté et compté mon échantillon, donc avec des aiguilles 5. Mon échantillon est de 16 mailles pour 32 rangs. Donc 16 mailles pour tricoter en largeur pour faire 10 cm de large et 32 rangs pour faire 10 cm de hauteur. C'est là que vous notez votre propre échantillon. Ensuite, je divise mes dimensions par 10. Voilà, on va pouvoir commencer les calculs. Donc pour la largeur du cache-couche, je multiplie 3,9 par mon nombre de mailles pour 10 cm. Je trouve 62,4, donc je vais arrondir, et une règle qui est valable pour tout le monde, il faudrait qu'on ait un nombre de mailles pair, pas de nombre impair. Donc 62,4, ça me fait, en ce qui me concerne, 62 mailles. Pour la hauteur qui est ici, je ne vais pas pouvoir utiliser mon nombre de rangs pour 10 cm pour une raison très simple, c'est que là, c'est du point mousse, alors qu'ici, on va tricoter des côtes. Alors, soit des côtes de 2, soit des côtes 1-1. Là, c'est vous qui choisirez. Donc, l'échantillon pour le nombre de rangs pour les côtes est beaucoup plus proche du jersey que du point mousse. Mais on peut quand même réussir à le déduire. Vous allez prendre votre nombre de mailles, donc moi c'est 16, et vous allez le multiplier par 1,5, ce qui vous donne 24. Du coup, on a le nombre de rangs supposé pour des côtes ou pour du jersey théorique, et on va pouvoir l'utiliser. Donc je fais 0,6 que multiplie 24. 14,4. Alors le nombre de rangs, c'est toujours un nombre de rangs pair. Donc en l'occurrence, je vais arrondir à 14 rangs. Pour les 2 cm qu'il y a ici, par contre, on est bien sur du point mousse, donc on peut utiliser notre nombre de rangs pour 10 cm au point mousse. Donc je fais 0,2 fois 32.
Là, je trouve 6,4 et je vais Du coup, j'aurai arrondir un à 6. échantillon Ça de doit être 16 fois aussi le 24 et nombre je de peux rangs me de toute servir du façon. nombre de rangs Et pour les toujours côtes, pair, puisque de sauf ce si point on de vous dit vue-là, l'inverse les dans un côtes et le catalogue, jersey sont mais très c'est assez similaires. rare. Il nous reste ici cette dimension en largeur, donc c'était 2 cm. Divisé par 10, ça fait 0,2. Que multiplie le nombre de mailles pour 10 cm fois 16. Là, je trouve 3,2. Alors, il y a une règle, ce nombre ne peut pas être inférieur à 3. Il peut être pair ou impair, ça n'a pas d'importance. Ça peut être 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne sais pas quel échantillon vous avez, mais en tout cas, ça ne peut pas être un nombre en dessous de 3. Moi, ça tombe bien. 3,2, j'arrondis à 3. Alors maintenant, on va remplir un petit peu les espaces vides. Vous avez remarqué qu'il y a des dimensions où il n'y a rien. Eh bien, on va le faire maintenant. Donc, ce que vous avez trouvé ici, le chiffre que vous avez trouvé là, moi, c'est 3. Vous allez le reporter en symétrie de l'autre côté. Vous allez aussi le reporter ici sur le bord et ici sur le bord. Ensuite, vous allez le multiplier par 2 et vous allez le reporter ici. Donc, moi, 3 fois 2, ça fait 6. Ici, j'écris 6. Il ne nous reste donc plus que cette dimension à déduire. Si j'ai 62 mailles au départ et que j'en enlève 3 d'un côté et 3 de l'autre, j'en enlève donc 6, je fais 62 moins 6, il me reste 56 mailles. Alors encore un dernier petit détail à régler, donc je vous le disais, sur cette partie-là, donc moi ça sera sur 56 mailles, on va tricoter des côtes, et en début et en fin de rang, pour moi sur 3 mailles, on va tricoter du point mousse. Alors côte 2,2 ou côte 1, eh bien, je vais vous dire le plus simple pour se faciliter la vie, c'est que si votre nombre est divisible par 4, je vous conseille de tricoter des côtes de 2 et vous terminerez toujours votre premier rang par 2 mailles à l'envers et ça va vous aider, ça va vous faire un repère. Si par contre c'est un nombre qui n'est pas divisible par 4 et qui n'est divisible que par 2, à ce moment-là, je vous conseille de tricoter des côtes 1-1 et vous terminerez votre rang numéro 1 par une maille à l'envers. Donc moi 56 divisé par 4, ça fait 14. Donc il est divisé par 4. Donc je vais choisir les côtes de 2 pour me faciliter la vie. Si j'avais eu, imaginons 58 mailles, je le divise par 4, ça fait 14,5, ça ne fonctionne pas. Du coup, je choisirai plutôt les côtes 1-1. Notez bien, rappelez-vous bien qu'ici, ce doit être un nombre pair obligatoirement. Avant de monter les mailles, on va parler un petit peu du fil perdu. Donc si vous montez les mailles de la même façon que moi, vous allez avoir besoin de fil perdu pour pouvoir d'une part monter les mailles et éventuellement garder un petit peu de fil en plus pour venir faire les coutures. Pour les tailles 12, 18 et 24 mois, effectivement, il faudra garder du fil perdu pour pouvoir faire cette couture-ci. Par contre, pour ce schéma-là, pour les tailles naissance jusqu'à 9 mois, là, il vous faudra garder très peu de fil perdu supplémentaire, donc juste assez pour monter les mailles. Alors, combien faut-il de fil au minimum pour monter les mailles? Vous prenez la dimension de votre largeur et vous la multipliez par 3. Vous rajoutez 10-15 cm parce que ce fil qui vous restera, il faudra quand même pouvoir le rentrer de façon invisible. Et pour ceux et celles qui tricotent la taille 12, 18 et 24 mois, vous multipliez par 3 la largeur de votre ouvrage et vous rajoutez aussi 3 fois cette hauteur. Donc par exemple, là ça fait 7 et 3, 10 cm. Il vous faudrait 30 cm en plus pour pouvoir venir faire la couture. Quand on aura terminé l'ouvrage, alors attends, parce que là je vais rabattre, le fil perdu sera de ce côté et ici de ce côté. Pour les premières tailles, vous n'aurez pas besoin, après avoir rabattu, de garder beaucoup de fil perdu, comme d'habitude une quinzaine de centimètres, pour pouvoir le passer dans une aiguille à laine et le camoufler. Pour ceux et celles qui font les 3 dernières tailles, il vous faudra suffisamment de fil perdu pour pouvoir venir coudre cette partie-là. Donc vous gardez une vingtaine de centimètres de plus. Non, même pas, 15. 15 pour camoufler, pour rentrer le fil à la fin, plus 15 pour la couture, 30 cm, après avoir rabattu vos mailles. Je crois qu'on est bon, on va pouvoir commencer, donc, hop là. Personnellement, hop, je vais monter 62 mailles. Donc je vais garder 3 fois cette largeur de fil perdu, 3 x 40, 120, plus une quinzaine de centimètres pour le camoufler, 1,40 m, et je vais monter 62 mailles. Donc pour ceux et celles qui ont suivi le tuto sur l'échantillon, vous savez, enfin de toute façon vous avez fait un échantillon, donc vous savez monter les mailles.
Et moi, ce que je fais habituellement quand je monte mes mailles, tiens, ça c'est le fil perdu, donc hein, les 1,40 m ou je sais plus combien, je sais plus combien j'ai dit, mais c'est pas grave, que j'ai gardé. Donc je disais que moi, quand je monte les mailles, j'ai l'habitude de mettre un petit marqueur toutes les 10 mailles. Donc c'est pas du tout obligatoire, c'est simplement que si je suis interrompue pendant que je monte mes mailles, et bien au moins je sais où j'en suis. 2, 4, 6, 8, 10, et je mets un marqueur. Bon, ben là j'en ai pas sous la main, je vais prendre celui-là, et je continue. Ce marqueur que je mets toutes les 10 mailles, je l'enlève tout de suite, je les ouvre ou je les coupe si c'est des marqueurs en fil, tout de suite après avoir monté mes mailles, parce que comme on va mettre des marqueurs en début d'ouvrage, voilà, c'est peut-être pas la peine non plus de rendre les choses plus difficiles qu'elles ne sont. 2, 4, 6, 8, 10, et là maintenant, il faut réellement que je cherche un marqueur quelque part. A tout de suite. 61 et 62. Donc le fil perdu, qui est un peu long en ce qui me concerne, éventuellement, hop, vous faites un petit nœud, histoire qu'il ne vous gêne pas, et surtout histoire de ne pas le confondre avec le fil qui mène à la pelote. Ok, donc je vous le disais, les marqueurs que j'ai mis pour monter mes mailles, je les enlève, peut-être. Voilà, je les ai enlevés, et maintenant je me mets face à mon schéma, prête à tricoter. Fil qui mène à la pelote ici, fil perdu ici. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous montez les mailles comme moi, et que vous avez le fil perdu qui est du même côté que le fil qui mène à la pelote, ça signifie que vous êtes sur l'endroit du travail. C'est important parce que le point mousse est un point réversible et parfois on ne sait plus si on est sur l'endroit ou l'envers du travail. Pour ceux qui ne montent pas les mailles comme moi, ce qu'on fera quand on sera par ici, on mettra un petit marqueur sur l'endroit du travail, de sorte que vous puissiez vous repérer. C'est assez important pour les diminutions. Donc voilà, je suis face à mon schéma. Et les 3 premières et les 3 dernières mailles vont être tricotées au point mousse, alors que ce qui est au milieu sera tricoté en cotte 2-2 ou en cotte 1. C'est donc le moment de mettre un marqueur. Alors le petit marqueur qui s'ouvre comme celui-ci ou comme ceux que j'utilise à l'instant, je compte en ce qui me concerne 3 mailles, 1, 2, 3, et je vais glisser le marqueur autour de l'aiguille, c'est-à-dire que je ne rentre pas dans une maille. Et je mets mon marqueur entre la 3e et la 4e maille en partant du début. Pour ceux et celles qui n'ont pas de marqueur, on utilise un fil et une aiguille à laine. 1, 2, 3, et je viens glisser le fil, l'aiguille je veux dire, pour passer le fil autour de mon aiguille à tricoter et non pas dans une maille, puisque ce marqueur, on va le faire suivre pour toujours penser à tricoter en point mousse avant le marqueur du début de rang et après le marqueur de fin de rang. Personnellement, dès le début, je vais les changer par des petits marqueurs comme ça parce que je trouve que c'est 10 fois plus pratique. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. Donc là, qu'est-ce qu'on a à faire? J'ai 6 cm d'un mélange de cotte et de point mousse à tricoter. Donc a priori, ça devrait faire 14 rangs. Ce que je vous conseille aussi, vu qu'on est parti sur un échantillon qu'on a été obligé de déduire, puisque notre échantillon de départ était au point mousse, vous pouvez tout simplement mesurer que vous avez bien les 5, 6 ou 7 cm. Ça ne sera pas plus mal. Donc on est prêt à démarrer. Alors je vous rappelle que le point mousse, c'est à l'aller comme sur les retours, les mailles seront tricotées toujours à l'endroit. Alors que pour les cottes, le rang numéro 1, ça sera une alternance de 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, jusqu'à ce qu'on rencontre un marqueur. Pour ceux qui font donc les cottes de 2, vous terminerez par 2 mailles envers. Et pour ceux qui choisissent les cottes 1-1, vous commencez par une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, et vous terminerez par une maille envers. Quelque part par là, une première boîte de dialogue qui s'ouvre, qui vous emmène vers un tuto que j'ai fait sur les cottes. Mais ce n'est pas le plus important, à mon sens. Ce n'est pas le plus important de savoir tricoter les cottes. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est tricoter les mailles comme elles se présentent. Je vous en parlerai dès qu'on attaque le rang numéro 2. Alors, un autre détail aussi. Hop. Si j'y arrive. Je vais utiliser, en ce qui me concerne, des aiguilles circulaires numéro 5. Je vais les utiliser comme des aiguilles droites. Je ne tricote pas en circulaire. J'ai souvent des questions sur comment tricoter si ça ou le reste en circulaire. Je ne sais pas tricoter en circulaire. Mais comme je tricote sur une table, avec des aiguilles droites, c'est vraiment trop galère. Donc je prends des aiguilles circulaires, mais vraiment je les utilise tout à fait normalement. Je commence donc par tricoter mes mailles jusqu'à mon marqueur en point mousse. Donc je suis
Sur le rang numéro 1, je les tricote à l'endroit. Et de toute façon, sur les rangs suivants, je les tricoterai à l'endroit aussi. Je fais passer mon marqueur. Donc moi, en l'occurrence, je le remplace par un autre. Et comme j'ai choisi les côtes de 2, eh bien, je tricote 2 mailles endroits, 2 mailles envers. Et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur. Et comme j'ai un nombre de mailles divisible par 4 et que je suis en côte de 2, je terminerai. Je parle comme un robot là un peu, mais c'est que je galère un peu en fait. Je terminerai forcément par 2 mailles envers. Allez, je fais ça et on se retrouve vers la fin du rang. J'arrive vers mon marqueur et c'est sans surprise que je termine par 2 mailles envers juste avant mon marqueur. Hop. Je l'enlève, je le remplace par celui-ci. Et donc les 3 dernières mailles sont forcément à l'endroit puisque c'est du point mousse. J'ai bientôt fini de galérer avec ces aiguilles longues là. Hop, voilà, je vais pouvoir prendre le deuxième bout de mon aiguille circulaire. Ok, donc rang numéro 2, les 3 premières mailles sont forcément, enfin les mailles avant le marqueur, moi c'est 3, mais vous je ne sais pas combien vous en avez, elles sont forcément à l'endroit. Je fais passer mon marqueur. Et alors en côte, vous avez le rang numéro 1 qui vous est indiqué, donc côte 1 c'est une maille endroit, une maille envers, côte 2 c'est 2 mailles endroit, 2 mailles envers, côte 3-2 c'est 3 mailles endroit, 2 mailles envers, donc le rang numéro 1 vous est toujours indiqué. Et le rang 2 et tous les rangs suivants, il s'agit de tricoter les mailles à l'inverse du rang précédent. Donc comme j'ai terminé par 2 mailles envers, je vais commencer par 2 mailles endroit, puis 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers. L'autre façon de voir les choses, et pour moi c'est beaucoup mieux, c'est de savoir que pour les côtes, par exemple, le rang numéro 1, on vous le donne, et le rang numéro 2 et tous les suivants, vous tricotez toujours toutes les mailles comme elles se présentent. Donc une petite boîte de dialogue qui s'ouvre, qui vous emmène vers cette vidéo, qui pour moi est fondamentale parce qu'elle va vous aider pour tout. D'abord pour tous les points, et ensuite pour pouvoir diminuer, augmenter sans vous poser aucune question. Donc tricoter les mailles comme elles se présentent, à partir du rang numéro 2 et sur les suivants, c'est la même chose que tricoter les mailles à l'inverse du rang précédent, mais c'est surtout pouvoir reconnaître la maille et savoir comment on va la tricoter simplement en la regardant. Je vous fais un petit gros plan rapidement pour vous montrer le principe, mais vraiment il vaut mieux regarder un tuto sur ce sujet. Alors c'est pas compliqué, quand vous avez des mailles qui se présentent avec une petite boucle à la base, ce sont des mailles qui se présentent pour être tricotées à l'envers. Quand au contraire, à la base de la maille, vous avez un petit V qu'on voit parfois difficilement, mais en tout cas, c'est pas une boucle, c'est sûr. Je vais essayer de le tourner comme il faut. C'est une maille que vous devez tricoter à l'endroit. Donc là, j'ai pas de petite boucle, j'ai un petit V. Je dois bien commencer par 2 mailles endroit, ce qui est logique puisque j'avais terminé par 2 mailles envers. Ensuite, boucle, boucle, envers. Pas de boucle, endroit, boucle, boucle, envers. Voilà qui facilite bien les choses et qui évite de se souvenir si on est sur l'inverse du rang précédent ou pas. Il suffit simplement de regarder son ouvrage. Donc je tricote les mailles comme elles se présentent. Je fais ça sur presque tout mon rang numéro 2 et puis on se retrouve à la fin du rang vers le marqueur. J'arrive vers la fin de mon rang numéro 2. Et je termine sans surprise par 2 mailles envers. Pourquoi? Parce que j'avais commencé par 2 mailles endroit sur le rang numéro 1, donc c'est assez logique. Fil derrière, je glisse mon marqueur et je tricote bien les 3 dernières mailles à l'endroit. Voilà, mon deuxième rang est terminé. Et le troisième, le quatrième, etc., ils vont se ressembler étrangement, puisqu'on tricote, hop là, toujours les mailles comme elles se présentent, sauf avant et après le marqueur où on tricote toujours au point mousse. Donc 1, 2, 3, je passe mon marqueur et je tricote les mailles comme elles se présentent. Donc en ce qui me concerne, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, etc. Ok, donc moi j'ai a priori 14 rangs à tricoter. Bon, je vais aussi bien, comme je n'ai pas bien envie de compter les rangs, je vais me contenter de mesurer. Hein. Et puis quand j'ai fait mes 6 cm, on se retrouve pour voir un petit peu ce qu'on fait. Voilà, j'ai terminé. Donc j'ai finalement décidé de tricoter les 14 rangs comme prévu initialement pour voir ce que ça donnait. Et je suis plutôt à 6 cm,4 plutôt qu'à 6 cm. J'en profite pour vous donner un petit conseil. Pour ceux qui tricotent les premières tailles, il vaut mieux faire un petit peu plus court que trop long.
Pourquoi? Parce que vous ne pourrez pas le retourner, parce que cette partie-là, hop là, c'est là où il y aura soit les boutons, soit les pressions, viendra se positionner sur cette partie-là. Alors que, donc, légèrement plus court que trop haut, donc là, à la limite, je devrais presque défaire de rang. Pour ceux qui tricotent les tailles un peu plus grandes, par contre, là, vous avez la possibilité réellement de le faire beaucoup plus haut, voire même quasiment le double, parce que vous aurez la possibilité de le retourner, puisqu'il n'y aura pas de bouton. Par contre, quand vous ferez votre couture, je vous le rappellerai, il faudra inverser la couture invisible sur la partie supérieure de la bande de côte, de sorte que lorsque vous retourniez l'ouvrage, la couture ne se voit pas. Non, mais je ne vais pas les défaire les deux rangs, c'est pas grave. C'est 4 mm de trop, c'est pas non plus très grave. Donc je me positionne face à mon patron. Maintenant, je vais attaquer cette partie-là. Donc il s'agit de faire, pour moi, 6 rangs au point mousse. Alors le point mousse est un point réversible, or on a besoin de toujours savoir si on est sur l'endroit du travail, en particulier pour venir faire le façonnage. Moi je le sais parce que lorsque le fil perdu est du même côté que le fil qui mène à la pelote, c'est que je suis sur l'endroit du travail, c'est que je vais tricoter un rang impair. Mais pour ceux qui ne montent pas les mailles comme moi, peut-être que ce fil perdu est de l'autre côté et que du coup tout ça n'a plus de sens. Alors ce que je vous propose de faire dans ce cas-là, c'est de venir passer un marqueur dans une maille vers le milieu. On la descendra petit à petit. Et lorsque vous verrez le marqueur, ça veut dire que vous êtes sur l'endroit du travail. Quelque part par là, une boîte de dialogue qui s'ouvre. J'ai fait une vidéo justement qui s'appelle « Endroit envers du travail ». Ça peut peut-être vous aider. Donc là, rien de particulier, si ce n'est que je vais enlever les deux marqueurs que j'ai là. Je vais les faire tomber en tricotant, puisque là, je dois faire 6 rangs tout au point mousse. Donc il n'y a plus de problème de marquage pour l'instant, en tout cas. Allez, je tricote mes 6 rangs au point mousse et puis on se voit après. Voilà, mes 6 rangs de point mousse sont tricotés. Donc maintenant, on va tous passer au façonnage. Je dois rabattre de chaque côté, en ce qui me concerne, 3 mailles. Là, je suis bien sur l'endroit du travail. Vous voyez, j'ai encore mon marqueur. Alors, je peux le déplacer de sorte que plus j'avance dans mon travail, qu'il me suive, quoi, tout simplement, hein, pour pas avoir à le chercher. Hop, ok. Bon, si ça peut vous faciliter les choses, vous pouvez aussi venir mettre un marqueur là où vous devez faire votre façonnage. Donc moi, j'ai 3 mailles à rabattre en fin de rang. Je glisse une maille entre la 3e et la 4e maille en fin de rang. Et pareil en début de rang. 1, 2, 3. Et je glisse un marqueur entre la 3e et la 4e. Ce type de façonnage se fait sur 2 rangs. À l'aller, on va rabattre les mailles en début de rang sur l'endroit du travail. Et au retour, on va rabattre les mailles en début de rang. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai oublié ma phrase. Et au retour, eh bien, on rabat les 3 premières mailles en début de rang. Voilà, oui. Ça y est, je suis perdue. Allez, je vais faire un gros plan. Alors, pour rabattre une maille, il faut toujours en tricoter d'abord 2. J'en tricote 2. Puis je prends la première maille tricotée et je la rabats par-dessus la deuxième. Voilà une maille de tricoté. Je tricote la deuxième et je rabats. Pour rabattre cette 3e maille, je vais être obligée d'aller chercher une maille de l'autre côté du marqueur. Je tricote et je rabats par-dessus. Voilà, j'ai rabattu mes 3 mailles. Maintenant, je tricote mon rang jusqu'à la fin. J'arrive vers la fin de mon premier rang, je garde le marqueur, je continue. Alors ce marqueur, il peut vous sembler un petit peu inutile parce que j'ai que 3 mailles à rabattre et que c'est quand même pas bien facile de compter jusqu'à 3. Pas bien difficile, je veux dire. Mais le truc, c'est que je ne sais pas combien de mailles vous avez à rabattre et si vous en avez 7, 8, 9, eh bien peut-être tout simplement que c'est plus pratique parce que ça vous évite de réfléchir. J'attaque le début du rang numéro 2. Et je vais là aussi rabattre les 3 premières mailles. Donc j'en tricote d'abord 2. Puis j'attrape la première tricotée et je la rabats par-dessus la deuxième tricotée. J'en tricote une de plus. Et je rabats la première par-dessus la deuxième. Et pour la troisième, je vais chercher une maille de l'autre côté du marqueur. Voilà. Et là, je tricote. Je finis de tricoter mon rang numéro 2 jusqu'à la fin. Voilà, je termine le rang numéro 2. Ok, donc je suis bien sur l'endroit du travail. Et maintenant, on va attaquer ce façonnage-là.
Alors pour donner cette forme à notre ouvrage, il va falloir qu'on fasse une diminution en début et en fin de rang. Donc déjà plusieurs petites choses. Chacune de ces diminutions, donc on fera une diminution en début, une diminution en fin de rang, se fera toujours sur l'endroit du travail, c'est-à-dire sur les rangs impairs. C'est pour ça d'ailleurs que je vous conseille de prendre un repère. Pourquoi? Parce que lorsqu'on tricote les deux mailles ensemble pour faire une diminution ou bien même le surjet, ça fait comme une petite boucle sur l'arrière du travail. Ce qui fait que si vous faites vos diminutions sur des rangs pairs, donc sur l'arrière du travail, cette petite boucle sera sur l'endroit et elle sera visible. Enfin, en fonction du fil que vous avez. Avec ce fil-là, qui est un peu texturé, un peu brumeux, ça ne se voit pas tellement. Mais si vous utilisez un fil layette, ça risque de se voir. Donc, les diminutions ne se feront que sur les allées et pas sur les retours. Ensuite, ces diminutions se feront à 2 mailles du bord. On viendra faire notre diminution à 2 mailles du début de la fin. À 2 mailles du début de la fin. Oh punaise. Alors bon, ceux qui me connaissent le savent, c'est un peu l'heure de manger pour moi, là, vous voyez. Et dès que je commence à avoir faim, ça part très rapidement en cacahuète. Mais non, je veux tourner cette petite séquence avant d'aller dîner. Donc, notre diminution se fera à 2 mailles du début du rang et à 2 mailles de la fin du rang. Je vais vous montrer d'abord sur un aller-retour comment on les fait. Et ensuite, je vais vous montrer comment on reconnaît qu'on n'a pas oublié de le faire. Parce qu'alors, un des trucs qu'il y a quand on fait ce type de diminution sur du point mousse, c'est que quand on est sur l'envers du travail, tout d'un coup, on se demande si on a bien pensé à diminuer en fin de rang. On se souvient bien l'avoir fait en début, mais pas en fin. Voilà, ce genre de plan, ça met toujours un doute, surtout quand on est débutant. Et je veux vous montrer, en gros plan, comment vous pouvez vérifier que vous n'avez pas oublié de diminution. Ces diminutions se font sur 2 rangs. On diminue à l'aller, on ne fait rien sur le retour. Et on va répéter ces 2 rangs jusqu'à ce qu'il ne reste plus que, pour moi, 6 mailles sur mes aiguilles. Donc vous, je ne sais pas combien puisque vous n'avez pas le même échantillon que moi. Mais en tout cas, ce qu'il est certain, c'est que vous n'avez pas un chiffre inférieur à 6. Puisqu'ici, ça ne pouvait pas être inférieur à 3. Ici, ça ne peut pas être inférieur à 6. Donc on répétera ces 2 rangs jusqu'à ce qu'on arrive à avoir sur nos aiguilles le nombre de mailles que vous avez noté ici. Oui, petite rectification, jusqu'à ce que vous ayez le nombre de mailles que vous avez noté ici, mais en réalité, vous serez là. Cette partie-là, c'est la dernière partie de l'ouvrage. Elle se tricote tout droit sur, moi, les 6 dernières mailles que j'aurai. Vous, c'est peut-être 8, c'est peut-être 10, je ne sais pas. Donc, quand vous aurez fini votre façonnage, quand on aura fini notre façonnage, on sera ici. Après, vous verrez, je vous dirai quelle longueur doit faire cette partie-là. Alors pour information, en début de rang, on va faire ce qu'on appelle un surjet simple et en fin de rang, on viendra tricoter 2 mailles ensemble. Comme on veut faire notre diminution à 2 mailles du bord, on commence par tricoter 2 mailles tout à fait normalement à l'endroit. La troisième, on va l'attraper comme pour la tricoter, mais on va la faire glisser sans la tricoter. Voilà, elle est passée d'une aiguille à l'autre. La quatrième, on la tricote normalement. Et cette troisième maille, donc la maille glissée, on la fait passer par-dessus la 4e maille. Voilà, on vient de faire une diminution. Il nous reste donc une maille. Cette diminution est à 2 mailles du bord. Ensuite, on tricote tout à l'endroit et on va s'arrêter à 4 mailles de la fin. Voilà, j'arrive vers la fin de mon rang numéro 1. 1, 2, 3, 4. Encore une à tricoter. Ok, maintenant j'ai 4 mailles sur mon aiguille. Je vais tirer un petit peu en dessous et je vais venir tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc il faut que je pique au travers des 2 mailles ensemble. Et je tricote tout à fait normalement. Puis je termine mon rang, il me reste 2 mailles. Sur le retour, je vous le disais, donc sur les rangs pairs, on fait strictement rien, on se contente de tricoter le rang tout à l'endroit. Voilà, je termine mon rang retour. On va recommencer une autre fois, donc ça c'est les 2 rangs qu'il faut répéter sans cesse. Mais on va les refaire encore ensemble une fois. Donc je suis bien sur l'endroit du travail. Je commence par tricoter mes 2 premières mailles à l'endroit. Je pique dans la suivante comme pour la tricoter à l'endroit, mais je la glisse sans la tricoter. Je tricote la 4e maille et je prends la 3e, la maille glissée, et je la fais passer par-dessus la 4e maille. Voilà, je viens de faire une diminution, un surjet. Puis je tricote tout à l'endroit et je m'arrête à 4 mailles de la fin du rang. J'arrive à la fin de mon rang. Il me reste 4 mailles sur mes aiguilles. Je tire un petit peu dessous et je viens piquer 2 mailles ensemble.
je les tricote tout à fait normalement. Puis je tricote mes 2 dernières mailles. Voilà, les diminutions sur le rang impair sont terminées. On va regarder un petit peu ce que ça donne sur l'envers du travail. Donc là, je suis sur l'envers du travail. Je viens juste de faire mes diminutions. Et donc, il y en a une qui se trouve, hop, à 2 mailles du début du rang. Donc là, c'est là où j'avais fait 2 mailles ensemble à l'endroit. Et ici, une qui se trouve, et oh, bouge pas toi, à 2 mailles de la fin du rang. Donc moi, je vous recommande très tôt de toujours observer votre ouvrage quand vous venez de faire un truc que vous n'aviez jamais fait ou vous ne savez pas reconnaître habituellement, parce que il n'est pas impossible, il est même quasiment sûr, que vous soyez dérangé pendant votre tricotage, pendant que vous tricotez. Et du coup, vous allez plus savoir où vous en êtes, ou bien vous allez tricoter super détendu devant la télé ou en écoutant de la musique, et puis voilà, tout d'un coup, vous allez vous dire, zut, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai bien pensé à faire mes diminutions? Donc le mieux, c'est de toujours observer son travail au moins une fois. Comme ça, vous savez à quoi ça ressemble quand vous avez bien fait vos diminutions, et la question ne se pose plus. Donc on va regarder, on va regarder cette 3e maille, parce que juste dessous, c'est là où on a fait quelque chose. Alors déjà, si on la regarde un petit peu, je vais faire un gros plan, mais on voit qu'elle est quand même un peu plus épaisse que les autres. Donc déjà ici, la boucle est un petit peu plus grosse que ses voisines. Et ensuite, juste en dessous, vous aurez encore une autre boucle qui vient s'insérer entre 2 rangs de points mousse. On peut le voir aussi sur les rangs d'avant. Ça, c'est une barre de points mousse qui est constituée de 2 rangs, une barre de points mousse, la maille un petit peu boursouflée, et entre les 2 barres, encore une petite boucle qui normalement n'a rien à faire là. Et bien ça veut dire que j'ai bien pensé à tricoter mes 2 mailles ensemble à l'endroit. La petite boucle un peu boursouflée, et juste en dessous, une boucle supplémentaire. Voyons maintenant en fin de rang ce que ça donne. Alors en fin de rang, c'est pas tout à fait la même chose puisque ça correspond au surjet que j'ai fait sur l'endroit du travail. Donc on regarde toujours cette 3e maille et si on l'observe un petit peu, vous allez voir qu'en réalité il y a une boucle, 2 boucles. En réalité, attends, je vais essayer de choper. Hop, à la base, vous avez 2 mailles, une boucle, une autre boucle. On va regarder un petit peu plus bas, elle est ici. Comment faire pour bien faire? Une boucle et une 2e boucle. Alors évidemment, ça sera peut-être plus facile pour vous de le voir sur votre propre ouvrage que filmé, ça c'est sûr. Mais voilà comment on peut reconnaître. Ici, j'ai qu'une boucle, là j'en ai une, et juste en dessous, mais vraiment ensemble, j'ai la 2e. Là j'en ai une, et juste en dessous, j'ai la 2e. Alors que si je regarde leur voisine, j'en ai qu'une. Je peux la soulever dans tous les sens, j'en aurai qu'une. Voilà ce qui me montre que ici, j'ai bien pensé à faire mon surjet lorsque j'étais sur l'endroit du travail. Bon, et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à répéter ces 2 rangs, jusqu'à ce qu'il me reste, alors en réalité, je vous dis 6 mailles, enfin c'est 6 mailles, ça c'est sûr, mais en fait c'est ici. Parce que ça, on ne l'a pas encore tricoté. Hein. Donc là, je suis en train de faire mon façonnage, et je m'arrêterai de faire mes diminutions lorsque j'aurai 6 mailles sur les aiguilles. Voilà, j'ai fait mes diminutions, mais j'ai pas tout à fait terminé. Là, j'ai 8 mailles sur les aiguilles, et vous savez que moi, il faut que j'arrive à 6 mailles. Alors, je voulais vous montrer ce rang-là, parce que ceux qui, comme moi, doivent avoir 6 mailles à la fin pour être perturbés par ce dernier rang, ce dernier aller-retour à faire. Donc, je suis sur l'endroit du travail. Il me reste encore 2 diminutions à faire, une en début de rang, une à la fin. Alors, je vous montre ce que ça donne quand on n'a plus que 8 mailles sur les aiguilles. Je tricote bien sûr les 2 premières à l'endroit, je glisse la 3e, je tricote la 4e, je rabats. Et du coup, je suis déjà au moment où j'ai 4 mailles qui me restent sur les aiguilles. Donc j'enchaîne directement l'autre diminution qui consiste à tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà, puis je fais mon rang retour sans rien faire de particulier. Voilà, donc on arrive au moment où il s'agit de faire les finitions. Donc là, la première version, c'est celle où on va finir de tricoter une languette sur laquelle on mettra des pressions. Et ensuite, vous verrez, quand on replie, ça s'installe très facilement. Donc on va d'abord calculer un petit peu ce qui nous reste à tricoter. Ok, donc il me reste cette partie-là à tricoter. J'ai bien 6 mailles sur les aiguilles. Cette hauteur-là est égale à la hauteur totale ici. Donc pour moi, c'est 6 cm plus 2 cm. Ça fait 8 cm que je divise par 10, bien sûr. Et je vais multiplier ce 0,8 par le nombre de rangs au point mousse pour 10 cm. Donc 0,8,
Ah ben c'est pas allumé, voilà. 0,8 x 32, pour moi ça fait 25,6, donc j'arrondis à 26 rangs. Alors comme c'est un petit peu fastidieux de compter les rangs quand on a aussi peu de mailles à tricoter puisque ça va relativement vite, je vous propose sinon de simplement mesurer. Pour savoir à partir de quel moment vous allez mesurer, parce que c'est pas toujours visible, on peut mettre un petit marqueur en début et en fin de rang. Et ensuite tricoter, et du coup vous savez qu'il vous faut mesurer à partir de la barre sur laquelle il y a le marqueur. Donc moi je tricote mes 8 cm, c'est-à-dire approximativement mes 26 rangs, sachant donc que c'est la hauteur du début où on a monté jusqu'au moment où on est venu rabattre. Alors vous pouvez aussi éventuellement venir vérifier cette hauteur-là, pour vérifier que vous êtes bien dans les clous. Si ce n'est pas le cas, ce que vous faites, c'est que vous tricotez la hauteur que vous avez ici. Mais, comme on a des côtes qui sont bordées par un point mousse et que le point mousse a un échantillon pour le nombre de rangs très différent des côtes, ça exerce une petite tension qui a tendance à venir rétrécir les bords, ce qui est tout à fait normal. Donc lorsque vous le mesurez, veillez à le poser à plat, comme ceci. Donc vous voyez, moi j'ai 8,4, presque 8,5. Ça s'explique puisque là, rappelez-vous, j'avais déjà 3-4 mm de trop, mais bon, franchement, c'est pas grand-chose. Donc je ne vais pas compter mes rangs, à mon avis, je vais tricoter et puis je vais m'arrêter à 8,2 cm. Ça devrait aller. Je ne l'ai pas précisé, mais on tricote tout droit. Hein. Là, à partir de ce moment-là, on ne fait plus rien. On ne fait plus rien que tricoter, je vais y arriver. On tricote réellement tout droit. Il ne s'agit plus de faire des diminutions ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, j'ai mesuré, j'ai 8 cm,1, donc ça signifie qu'en rabattant, j'arriverai à 8,3, 8,4. Et vous voyez, je suis sur l'envers du travail, c'est-à-dire que le dernier rang que j'ai tricoté était sur l'endroit du travail, et là je vais rabattre alors que je suis sur l'envers. C'est pas très habituel, mais pour cet ouvrage-là, très honnêtement, ça pose pas vraiment de problème. Donc là, on va rabattre toutes les mailles, et souvenez-vous, dans cette version-là, vu qu'on n'a pas de couture à faire, on n'a pas besoin de garder beaucoup de fil perdu, on va garder juste ce qu'il faut pour pouvoir camoufler le fil aisément. Donc il faut quand même une quinzaine de centimètres. Mais bon, commençons par tout rabattre. J'en tricote 2 et je rabats la première sur la deuxième. Ne tirez pas trop sur ce fil pour pas trop rétrécir le haut de votre petite languette. Oui, je dis ça et puis je tire sur le fil. Ici, c'est bon. Il me reste évidemment une maille sur les aiguilles, donc je l'écarte et je mets autour de mon poignet histoire de sécuriser pour pas que ça parte. Donc là, je vais couper le fil, une quinzaine de centimètres, ça suffira largement, et je le passe dans la grosse boucle. Voilà. On se remet sur l'endroit du travail. Vous voyez, la finition, c'est pas vraiment un problème. Alors, si vous pouvez rabattre en étant sur l'endroit du travail, très bien. Si c'est pas possible, c'est pas très grave, vous rabattez sur l'envers. Alors, je vais enlever un petit peu tout ça, peut-être. Ouais. Donc là, maintenant, on va avoir deux fils à rentrer. Celui-ci et celui qui est au bout de la languette. Alors très souvent, quand on a fini de rabattre, la dernière maille qui est ici, la dernière boucle, elle a tendance à être un petit peu lâche, un petit peu bizarre. Donc en général, on profite, enfin personnellement, je profite du moment où je viens camoufler le fil pour faire ce que j'appelle du cache-misère. On est sur du point mousse, ça tombe bien, c'est un point sur lequel on peut camoufler assez facilement. En général, ça ne se voit pas du tout, je vous montre ça tout de suite. Alors par contre, pour le camoufler, veillez bien à être sur l'envers du travail. Donc votre fil se trouve à, je sais pas, c'est à gauche, ouais, c'est ça. Là, ça signifie que vous êtes bien sur l'envers du travail. Donc, hop, dans l'aiguille à laine. Et puis là, si le bord... Alors moi, pour le coup, c'est bien la première fois, c'est pas trop lâche. Mais sinon, vous venez essayer de resserrer un petit peu pour que cette partie soit pas trop vilaine. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se contenter... Donc là, je vais passer la première maille pour rentrer un petit peu le bord. Et puis, on va se contenter de faire des petits serpentins en passant sous une boucle. Donc là, je passe sous 4 boucles. Je tire, mais pas trop.
Je redescends, je passe par exemple sous 3 boucles. Pareil, je tire mais pas trop. Et puis vous pouvez régulièrement vérifier que sur l'arrière du travail, ça se voit. Enfin, sur l'endroit du travail, ça se voit pas. Là, sur 2. Et je vais revenir au même endroit, mais par contre, je vais passer dans la fibre elle-même. De cette façon, le fil sera encore plus coincé. Encore plus coincé. Je suis un peu hors champ là. Voilà. Je retourne, ça se voit pas. Ah oui, sur le côté, là j'aurais peut-être pu... Je vous mettrai un petit mot. Je vous explique. Quand on tricote le point mousse, quand on tricote, il y a toujours ce qu'on appelle les mailles lisières, c'est-à-dire la première et la dernière maille. Et lorsqu'on fait rien de particulier sur la première maille de chaque rang, ben, la bordure n'est pas forcément très jolie. Il y a une manière de faire qui vous permet que le bord soit joli. En général, on passe chacune des premières mailles de chaque rang, c'est-à-dire les allées comme les retours, on les passe en saisissant la maille à l'endroit sans la tricoter. Bon, je vous mettrai un petit mot, et puis j'ai fait un petit tuto tac, sur la maille lisière. Ça peut vous intéresser, le lien apparaîtra ici. Donc là c'est bon, c'est suffisant. Si ça vous fait un petit peu flipper, vous pouvez de nouveau faire un petit retour en rentrant dans la fibre elle-même. Voilà. Et après que vous ayez vérifié que tout va bien, vous pouvez couper le fil. Pour ce côté, alors moi j'ai un petit peu trop de fil déjà pour commencer. Bon. Et bien là c'est pareil, on a quand même un petit peu de point mousse ici, donc on peut venir le faire serpenter. Faites attention, si vous venez le camoufler sur les côtes, méfiez-vous, ça peut beaucoup plus facilement se voir de l'autre côté. Donc il vaut peut-être mieux, quitte à le faire serpenter sur le bord et venir un petit peu sur la surface la plus grande ici. Mais franchement, honnêtement, évitez les côtes. Je voulais vous montrer un truc aussi, mais je ne sais plus où c'est. Voilà. Alors je m'en suis rendu compte trop tard. Ce qui s'est passé ici, c'est que j'ai tricoté les dernières mailles qui auraient dû être tricotées à l'endroit comme à chaque fois les 3 premières. Il y a un moment où j'ai tricoté à l'envers, j'ai donc fait du jersey au lieu de faire du point mousse. Alors chez moi c'est assez habituel, c'est-à-dire que je ne crois pas avoir jamais tricoté un ouvrage où il n'y ait pas un défaut. Donc maintenant ça m'étonne même plus, ça m'agace même plus. Si je m'en étais rendu compte avant de rabattre, j'aurais pu essayer de faire quelque chose, mais là évidemment c'est trop tard. Bon, je camoufle ce petit fil. Et puis on passe à la suite. Là je suis en train de regarder ce que j'ai du mal à comprendre. Ouais, si, peut-être. Je trouvais que ça venait se rétrécir. Là, j'ai dû, je sais pas, peut-être serrer un petit peu quand j'ai tricoté. Non, ça va. Allez, je termine ça. Voilà, donc une fois que j'ai rentré les fils, ce que j'ai fait, c'est que sur le modèle que j'ai tourné, je suis venue mettre des petits boutons qui sont suffisamment petits, en fait, pour passer entre les mailles. Donc là, vous pouvez, j'ai passé une aiguille un peu plus grosse pour agrandir les trous. Donc je trouve ça assez sympa. Et de ce côté-là, j'ai essayé, mais je trouve pas ça très chouette. Je suis venue faire quelques points de couture. Je ne sais pas si on le voit correctement. Quelques petits points de couture pour maintenir le trou ouvert, de sorte à pouvoir passer ces petits boutons layettes. Sur un autre exemplaire, là c'est du 1-3 mois. Je suis venue mettre par contre des pressions. Alors j'aime moins pour une raison très simple. Alors, je ne sais pas si c'est les pressions. Voilà. C'est que je trouve que c'est un petit peu dur. Donc les pressions, à voir si c'est pas une fausse bonne idée, parce que en l'occurrence, je trouve qu'elles sont assez difficiles à ouvrir. Par contre, je trouve ça super joli aussi. Je me disais que ce qui était possible éventuellement, c'est sur l'arrière de la languette, ici, venir coudre un petit tissu par exemple. Faire la même chose en face. Alors attends, je défais. Tu vois, c'est simple, mais c'est pas simple. Hein. Bon, en même temps, ce que je pense, c'est que cette couche, on peut la quitter sans défaire les boutons. Et vous défaites les boutons uniquement au moment de la remettre. Et là, donc vous êtes un petit, voilà, prenez un peu le temps. Bon, bref, donc, coudre un petit tissu de ce côté. Coudre un petit tissu de ce côté aussi, ce qui vous permet peut-être de faire des boutonnières avec des scratchs ou avec des petites agrafes ou avec même des pressions. Mais comme il y a un tissu derrière, ça rend tout ça un petit peu plus solide et vous pouvez tirer dessus, ou en tout cas vous pouvez le manipuler plus facilement, tirer dessus pour les boutons pression, ou le manipuler plus facilement pour le scratch ou éventuellement donc pour des petites agrafes.
Voilà, on va passer aux deux autres versions. La prochaine, on va s'arrêter ici, en fait, tout simplement. Pour cette version-là, où on va se contenter de faire une couture et, en ce qui me concerne, comme j'ai fait des côtes beaucoup plus longues, d'inverser la couture au départ pour pouvoir le retourner. Donc, on a besoin du fil, d'une aiguille, d'une paire de ciseaux. Et ce qu'il faut surtout, c'est que vous regardiez la séquence jusqu'au bout, parce que, évidemment, j'ai fait une bourde. Donc, regardez bien la séquence jusqu'au bout pour cette finition-là, avant que d'attaquer la vôtre. Voilà un autre exemplaire que j'ai fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la version la plus simple. On va venir faire une couture. Donc je trouve que cette version-là est quand même plus adaptée pour les tailles 12, 18 et 24 mois, simplement parce qu'après, il s'agit d'enfiler et de tirer sur ce cache-couche, et c'est peut-être pas forcément l'idéal pour les tout petits. Donc, comme c'est le même échantillon, je suis arrivée ici et il me reste les fameuses 6 mailles sur mes aiguilles. Donc je vais commencer simplement par les rabattre. Et on va garder ensuite la quantité de fil nécessaire pour venir faire un petit bout de la couture, ce qui nous évitera de rajouter un fil. Ok, on y arrive. La dernière maille. Je vais garder suffisamment de fil pour faire la petite couture au point arrière. Alors pas énormément non plus, parce qu'il ne s'agit que de coudre cette partie-là. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est avec le fil perdu du montage. J'en ai gardé suffisamment pour venir coudre bord à bord, le devant comme ça. Et avec le petit fil que je viens de garder actuellement, on viendra ensuite coudre cette partie plate sur le petit épaulement qu'on avait fait en rabattant des mailles sur le côté. On va commencer par ce côté-là. Alors la première chose que je fais, c'est que comme c'est tout à fait réversible, je regarde quel est le côté qui me semble le plus joli. Ouais, je trouve que ce côté est peut-être plus joli comme ça. Oui, ce côté-là. Donc, je prétends que c'est ce côté-là qui est le côté endroit. Alors c'est important parce que tout à l'heure, enfin tout à l'heure non, hier, dans un des exemplaires que j'ai fait, j'avais rentré les fils. Et puis quand j'ai fait... enfin, il y avait un côté qui était moins joli. Et quand j'ai fait la couture, je me suis trompée entre le devant et l'endroit et l'envers du travail. Donc ça ne va pas. Donc ça sera l'endroit du travail. Voilà, c'est cette partie qui sera visible. Je vais choisir comme couture pour le bord, je vais choisir une couture au point arrière. Donc, envers du travail visible. Quelque part par là, hop, si c'est pas déjà fait, je crois que je l'ai déjà annoncé. La couture au point arrière, j'ai fait un petit tuto là-dessus qui peut vous aider. Et donc je vais venir coudre de ce bord jusqu'en bas. Première chose, je récupère bien l'angle. Voilà, donc mon fil est un petit peu long, mais je vais revenir de l'autre côté quand même. Et j'arrime les deux. Ok. Maintenant, je plie mon travail. Et donc le principe, hein, c'est d'avancer de 2 pas, de traverser. Hop, comme ceci. Et sans tirer le fil à fond, on recule d'un pas. Alors vous vous tenez sous la maille lisière, comptez que vous vous tenez à peu près à 1 mm du bord, ça ira très bien. On tire, mais pas trop. Donc l'objectif aussi, c'est de ne pas avancer plus vite d'un côté que de l'autre, et de bien arriver en même temps au bout. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez toujours épingler votre ouvrage, ça peut vous aider. Hop, on tire, mais pas trop. Avant de trop m'éloigner du bord, je le retourne et je regarde si la finition me plaît. Il est encore temps que je fasse marche arrière et que je vienne faire un petit peu de cache-misère, bidouiller un peu ici. Voilà, pas attendre d'être à la fin pour venir le faire, ça serait dommage. Ça vous obligerait à rajouter un fil pour rien. Et je continue comme ça, jusqu'au bout, évidemment. La phrase, tu sais, qui sert strictement à rien. Je continue comme ça jusqu'au bout. Ben oui, tant qu'à faire. Je vais essayer de ne pas m'arrêter avant. Hop. Vous pouvez choisir d'autres types de coutures sur cet ouvrage, mais souvent d'ailleurs, sur la plupart des ouvrages. La seule chose qu'il y a, c'est que la couture invisible, c'est tout à fait faisable, hein, la couture invisible sur du point mousse. Elle est sympa parce que je trouve qu'elle prend moins de place, elle fait un moins gros bourrelet. Voilà, je la trouve plus agréable à faire. Mais sur le point mousse, c'est vrai que j'ai tendance, moi, à faire une couture au point arrière. Donc
Donc là, c'est à vous de voir ce que vous choisissez. Allez, je continue. Voilà, j'arrive vers la fin, je suis en train de faire mes derniers points. C'est cool parce que ça va vite, comme c'est un tout petit ouvrage. Je récupère bien l'angle. Voilà. Ok. Donc là, je me mets à plat et je vais même regarder de l'autre côté ce que ça donne. J'aime bien savoir à l'avance parce qu'il est toujours temps de rectifier tant que j'ai pas camouflé le fil. L'inconvénient de faire une couture, les coutures d'une manière générale, avec le même fil que l'ouvrage, c'est que s'il vous faut, par hasard, défaire la couture parce qu'elle ne vous plaît pas ou parce qu'il y a un problème, c'est beaucoup plus difficile, honnêtement, que si vous utilisez un fil d'une autre couleur. Bon, par contre, ça vous permet de rentrer un fil en même temps que vous faites la couture, ce qui est quand même pas mal. Je reviens un petit peu sur le bord pour bien sécuriser. Hop. Et maintenant, je vais tout simplement faufiler le fil à camoufler sur le petit bourrelet que vient de faire ma couture au point arrière. Donc je ne traverse pas sur l'endroit du travail pour pas que ce soit visible. Je passe d'un côté et de l'autre sur quelques centimètres. Ça y est, j'en ai fait une. Oh punaise de poids cassé, c'est pas possible. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la hauteur de côte est quand même bien plus importante que ce qui est prévu initialement sur le plan, puisque c'est supposé être de 6 cm. Pourquoi est-ce que je l'ai fait aussi haut? Parce que je compte le retourner. Et si je compte le retourner, ça signifie que sur la partie qui va être retournée, il faut que je fasse la couture au point arrière sur l'endroit du travail. Le bourrelet étant sur l'endroit du travail, lorsque je vais retourner, on ne le verra pas. Donc, eh ben, j'étais justement, tu vois bien quand même que... J'étais justement en train de vous dire que c'était une vraie galère de défaire une couture qu'on a faite avec le même fil que le fil d'origine. Mais là, je suis obligée, puisqu'il faut vraiment, parce que sinon, regarde, attends, je vais tourner pour que ce soit plus clair. Quand je retourne, l'ouvrage tel qu'il doit être porté à la fin, ben, tout ce que ça fait, c'est que ça fait un gros bourrelet, c'est pas possible, quoi. Allez, je défais tout ça. Non, mais j'ai le moral, moi, je vous le dis. Mais de toute façon, quand on a une tête faite comme la mienne, il vaut mieux être hyper persévérant. Donc, je défais tout ça, et puis je vais recommencer en faisant la première partie de la couture au point arrière, sur l'endroit du travail, de sorte à ce que ce ne soit pas visible quand je retournerai les côtes. Allez, à tout à l'heure. Voilà qui est fait. Bon, ça va. Alors, normalement, j'ai 6 et 2, 8 cm en tout. Donc, je me place ici. 8 cm, ça vient jusque là. Je vais mettre un petit marqueur. Voilà, pour savoir à quel moment je dois arrêter ma couture au point arrière sur l'endroit du travail. Je suis sur l'endroit du travail. Et je recommence, tout simplement. Hop. On prend bien les bords. Voilà. Peut-être une fois de plus. Moi, j'ai une petite appréhension en général sur les angles. Du coup, j'ai tendance à pas mal les sécuriser. Ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile à défaire après, mais bon. Et je commence ma couture au point arrière. Voilà, j'arrive vers mon marqueur. Ok. Je peux l'enlever. Je sécurise un petit peu en passant une deuxième fois. Comme ceci. Et je retourne mon travail. J'ai des fils partout. Ok. Je vais passer sur le côté arrière pour que mon fil soit bien dans la bonne position. Et je reprends ma couture au point arrière, mais cette fois-ci, je suis sur l'envers du travail. Voilà, c'est que ça. Donc je fais ça, je vais jusqu'au bout, je reviens un petit peu en arrière en faufilant mon fil, j'ai toujours aimé cette expression, pour camoufler et sécuriser la couture. Et puis, on passe à l'autre couture. Je suis en train
de camoufler mon fil. Ensuite, un petit peu, presque du surplace. Ah, c'est un peu épais là. Attends, ouais. Je le faufile un peu sur la tranche. Je retourne et je regarde que tout va bien. Ok. Et à ce moment-là, je peux couper mon fil. Voilà. Alors, mettons-nous dans ce sens-là. Donc, le petit bourrelet qui est visible. Et hop, on ne le voit plus. Maintenant, à l'aide de ce fil, je vais venir faire la couture sur les deux petits épaulements ici. Tac, comme ça. Donc, je me mets, bien sûr, sur l'envers du travail pour pas que ça se voit. Donc là, c'est pas parce qu'il y a très peu de couture à faire que j'ai pas gardé quand même... là, j'ai gardé peut-être un petit peu trop de fil. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous prévoyez le fil à garder pour une couture, donc la couture au point arrière, ça prend beaucoup de fil, 3 fois au moins la distance à coudre. Mais il faut quand même garder du fil, enfin suffisamment de fil pour être à l'aise. Hein, si j'avais 10 cm, j'aurais bien mes 3 fois là, enfin 12 cm, j'aurais bien ce qu'il faut. Mais par contre, j'arriverai pas à coudre. Je mets les deux en face à face. Hop. Donc là, pardon, quand j'ai rabattu, évidemment, ça vient exercer une petite tension. Donc du coup, cette longueur-là est peut-être pas tout à fait la même que celle-ci. Alors il faut, voilà, faut tirer un tout petit peu dessus pour être raccord. Attends. Je vais me mettre comme ça sera plus simple. Hop, l'un en face de l'autre. Je repasse bien de l'autre côté. Et puis je recommence, hein, petite couture invisible. Non, pas invisible, au point arrière, je veux dire. Voilà, la couture invisible, à mon avis, elle serait pas pratique à faire de toute façon. Donc, milieu contre milieu. Je vais quand même retourner sans tarder pour voir si ce que je fais va pas trop mal. Parce que là, il s'agit quand même de centrer la petite languette devant le cache-couche. Et si je suis trop décalée, ça va se voir. Donc, je vais retourner maintenant même d'ailleurs. J'ai comme qui dirait un doute. Et puis comme je me trompe assez souvent, tu vois, j'ai pas envie... Fais voir ce qui reste à coudre. Ouais, si j'ai l'air à peu près centré. Oui, ça va. Allez, je continue. J'arrive à la fin de la couture. Ok. Voilà. Je sécurise un petit peu. Alors n'oubliez pas de vous arrêter, hein, n'allez pas me coudre le passage des jambes, ni trop vous en approcher. Je vais vous montrer de l'autre côté ce que je veux dire. Tac, pour l'instant ça suffit. Hop, je retourne. On va enlever ça. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'ici, il ne faut pas venir coudre. Il ne faut pas prendre d'espace sur la fente qui est faite pour les jambes. Donc ici, moi j'ai 10, je suis sur un 12 mois. Ouais, donc ça mériterait en fait, en réalité, je devrais avoir un petit peu moins. Alors pour vous donner un exemple, sur les premières tailles là, de la naissance jusqu'à 6 mois, j'ai entre 5 et 7 cm ici. Et là, j'ai 8, 9, 10 cm à peu près. Donc là, j'ai presque un petit peu trop. Ça veut dire que dans les angles ici, il faut que je vienne sécuriser un petit peu plus pour fermer un petit peu plus. Hop, je m'en occupe. Puisque j'ai pas coupé mon fil, il est toujours temps. Donc je vais sécuriser d'un côté, enfin rétrécir un petit peu la fente des jambes d'un côté. En venant faire 1 ou 2 points supplémentaires. Pas trop non plus, hein, c'est juste. Après, il ne faudrait pas que ça frotte si vous voulez, quoi. C'est un peu le problème, c'est que si on serre trop la fente, la jambe passera, il n'y a pas de problème. Mais il ne faudrait pas que ça vienne frotter un petit peu trop. Ce que je vais faire, c'est que je fais courir le fil, hop, d'un côté et de l'autre. De ma couture. Mais là, il y a un truc qui ne va pas, là. Je suis pas du tout centrée, là. Ouais. Je suis pas centrée du tout, même, je trouve. Hop. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir un petit peu rectifier le tir de ce côté-là.
Tu vois, je viens un petit peu ici, sur le bord. Encore un peu peut-être. Ok. Bon, après, vous faites ça un peu... Enfin, voilà. Vous verrez comment ça se présente. Ça ne se présentera pas forcément de la même façon que moi. Un petit peu de marche arrière. Je retourne, je vérifie. C'est que ça, la couture, en fait. Enfin, c'est que ça. C'est beaucoup ça. Beaucoup de vérification. Qu'est-ce qu'on en pense? 9. 9. Le point mousse est ici. Ouais, c'est pas super bien centré quand même. Hein. J'ai pas... Ouais, après, c'est des détails. Hein. Bah, c'est des détails, mais en fait, moi, je vois que ça. C'est le genre de truc. Alors, ce qui est très paradoxal chez moi, c'est que on peut pas dire que je prenne le temps de faire des finitions nickel, mais par contre, je déteste quand c'est pas nickel. Voilà. Du coup, c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité, on dirait bien. Bon, ici, j'exerce. Hop, je tire un petit peu. Voilà, pour que tout ça soit bien correctement mis. Non, mais ça m'énerve, ça, en fait. Vous le voyez ou vous le voyez pas? Ça me semble un peu, tu vois... bon, voilà. Allez, je finis de rentrer mon fil et on en aura fini pour cette version-là. Oui, juste le temps de vous montrer cette petite version-là. Donc là, c'est une toute petite taille. J'ai fait ce qui serait l'équivalent du Préma. Donc bon, j'ai bidouillé un peu les dimensions. Et je trouve ça trop mignon. Franchement, j'adore. Par contre, vous voyez, c'est pas super pratique. Hein, enfiler une couche comme ça sur un bébé aussi petit. Donc à la limite, moi, je vous le conseillerais quasiment eh ben, pour un poupon. Voilà, ça peut être super sympa sur un poupon. Donc là, c'est une taille que je ne mets pas dans le patron parce que je ne suis pas assez sûre des dimensions. Hein, honnêtement, sur du Préma, je ne peux pas vous dire. Donc c'est à vous si vous aviez envie d'aller jusque-là, de bidouiller un petit peu et puis de voir ce que ça donne. Mais franchement, j'adore. Hein. C'est trop beau. On dirait presque un gant. Ou alors un bonnet. Un bonnet avec des trous. Je sais pas. Ça m'évoque plein de choses. Bon allez, on continue. Hein, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Hein. Et oui. Alors pour cette dernière finition, on va essayer de régler un double problème. Dans celui que j'ai tricoté, souvenez-vous, je termine par 6 mailles. Je fais une petite languette comme ça et je termine par 6 mailles. Et je vous disais, c'est au minimum 6 mailles, pas en dessous, mais je ne sais pas combien vous avez de mailles. Vous en avez peut-être 6, peut-être 8, peut-être 12. Ça dépend de la taille que vous tricotez et ça dépend de la taille de votre échantillon, donc de la taille de votre fil et de vos aiguilles. Lorsqu'on n'a que 6 mailles comme ça, très honnêtement, venir faire des boutonnières sur cette languette pour mettre des petits boutons, ça semble assez difficile parce qu'il faudrait enchaîner 2 boutonnières très rapprochées, donc déjà elles seraient super près du bord et super près l'une de l'autre. Du coup, ça ne peut pas convenir. Mais il faut bien qu'on arrive à prévoir la possibilité de faire des boutonnières sur cette languette. Et la seule possibilité qu'on a à ce moment-là, c'est de venir élargir cette languette. Donc j'ai tricoté très exactement la même chose, mais dans une autre couleur. Et je suis arrivée à ce stade-là où j'ai au minimum 6 mailles. Donc comme je vous le disais, vous en avez peut-être 8, peut-être 10, peut-être 12, je ne sais pas. Si vous en avez 8, 10 ou 12, vous avez la possibilité de tricoter tout droit et de venir positionner les boutonnières comme je vais vous le montrer. Si par contre vous avez très peu de mailles, 6 au minimum, ou en tout cas pas suffisamment parce que vous voudriez faire une languette assez large, d'un point de vue esthétique en plus, simplement parce que vous avez envie d'avoir quelque chose qui soit 3 cm de large de plus de chaque côté, ou 2 en tout cas. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai déjà oublié. Oh finesse, ça démarre bien. Donc, l'objectif, ça va être d'augmenter en largeur cette petite languette, de venir positionner dessus des boutonnières, de sorte ensuite à poser des boutons ici, et puis pouvoir venir boutonner assez facilement, en tout cas beaucoup plus facilement que lorsqu'on intègre des tout petits boutons dans du point mousse. Alors c'est faisable, surtout si vous avez des tout petits boutons et que votre fil est un peu gros, parce que ça fait des gros trous. Mais si vous n'avez que des boutons un peu plus gros parce que vous les aimez bien ou parce qu'ils sont proportionnels à la taille du cache-couche, il est évident que vous n'allez pas pouvoir les enfiler comme ça, donc la boutonnière est de rigueur. Donc ici, moi, je suis dans l'hypothèse où j'ai un minimum de mailles et donc il va falloir que j'augmente. Et pour augmenter, j'ai, puisque mes calculs sont les mêmes, 26 rangs en tout. Question,
quelle largeur je veux que fasse ma languette. Eh bien, moi, je me dis que ça serait bien qu'elle fasse la largeur, donc si j'arrive ici, hop, ça vient comme ça, j'aimerais bien que ça dépasse un petit peu de chaque côté. Je me disais que 2 mailles de plus de chaque côté, ça serait pas mal. Peut-être 3, je vais voir. En fait, j'ai pas encore calculé pour vous dire la vérité. Donc déjà, première chose, vous devez choisir quelle sera la largeur de votre languette par rapport à la taille de votre ouvrage et par rapport aussi à ce que vous avez déjà sur les aiguilles. Ensuite, vous avez bien sûr calculé le nombre de rangs qu'il vous faut et on va voir comment on va répartir ces augmentations pour arriver à la bonne largeur suffisamment rapidement pour qu'il nous reste suffisamment de rangs pour pouvoir positionner nos petites boutonnières. L'autre chose aussi, c'est que, imaginons que vous ayez énormément de mailles à rajouter. Vous n'en avez que 6 et vous voulez en rajouter 6 et 6 de chaque côté. Si vous voulez rajouter 6 mailles de chaque côté, ça va vous prendre au minimum 12 rangs. Si ça vous prend 12 rangs, c'est presque la moitié de ce qu'il vous reste. Ça signifie que vous ne pourrez positionner des boutonnières que sur la partie haute. Et toute la partie sur laquelle on vient faire les augmentations prendra tellement de temps que ça va bâiller. Donc méfiez-vous aussi de ça, restez raisonnable, ne rajoutez pas 15 mailles de chaque côté parce que ça vous prendra tellement de temps pour venir agrandir la languette que vous n'aurez plus assez de place pour les boutonnières et qu'en plus ça va bâiller. Notez au passage que là on va faire des augmentations uniquement sur les allées. Donc chaque fois qu'on fait des augmentations, il nous faut 2 rangs. À l'allée, j'augmente en début et en fin de rang, au retour je ne fais rien. Si vous avez beaucoup de mailles à augmenter et que vous voulez que ça vous prenne pas trop de rangs, vous pourriez faire des augmentations à la fois à l'aller et au retour. Mais j'ai peur que d'un point de vue esthétique, ce ne soit pas génial. Donc, moralité, c'est à vous de trouver votre équilibre entre rajouter trop et pas assez de mailles. Je pense honnêtement que 8 mailles au minimum, mais vraiment archi minimum sur vos aiguilles, pour faire les boutonnières. 10, ça serait mieux. Ça vous laisse un petit peu de place pour placer les boutonnières pas trop au bord et pas trop près les unes des autres. Voilà, donc j'ai pris quelques secondes pour réfléchir. J'ai 6 mailles sur mes aiguilles. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une languette de 9 mailles de large. Je vais donc rajouter 3 mailles d'un côté et 3 mailles de l'autre. Alors, je vais rajouter 3 mailles d'un côté, 3 mailles de l'autre. Combien de rangs ça va me prendre? Si je rajoute 3 mailles d'un côté plus 3 mailles de l'autre, ça me fait 6 augmentations et ça me fait donc 6 rangs. Le rang 1, je vais venir faire une augmentation en début de rang, puis en fin de rang. Sur le rang 2, je ne ferai rien. 3, une augmentation, 4, je ne fais rien. 5, une augmentation, 6, je ne fais rien. Donc 6 augmentations égale 6 rangs. Voilà, donc ici, ça va donner ça. Sur 6 rangs, j'augmente. Et le reste, j'irai tout droit. Donc de là jusque là, ça me fait 6 rangs. Il m'en reste donc 20 pour poser mes boutonnières. Alors, on va d'abord s'occuper de faire les augmentations et puis ensuite on se reverra. Enfin, on va se voir pour faire les augmentations, bien sûr. Mais notre objectif, ça va être de répartir les boutonnières sur les 20 rangs. Donc, combien y aura-t-il de rangs entre chaque boutonnière, déjà, première chose. Et aussi voir comment on les fait sur le rang. Est-ce qu'on les fait à 1 maille du bord, 2 mailles du bord? Je vous expliquerai tout ça. N'ayez crainte. Alors, il y a plein de façons de faire des augmentations en cours de rang. Je vais vous montrer celle que j'utilise habituellement, mais vous pouvez utiliser celle que vous voulez, du moment qu'il n'y ait pas de trou une fois que vous ayez fait votre augmentation. Deuxième chose, ici, quand on a fait le façonnage, j'ai fait ma diminution à 2 mailles du bord, donc je voudrais garder le même principe et je vais donc faire mes augmentations à 2 mailles du bord. Je tricote donc ma première maille, puis ma deuxième, et vous allez regarder comment tombe la deuxième maille. Je la tricote, je la fais tomber, et je viens la récupérer en passant l'aiguille par l'arrière. Puis je la tricote. Voilà. Je veux faire mon augmentation suivante à 2 mailles du bord aussi, donc je vais tricoter les 2 mailles centrales. La deuxième, quand je la laisse tomber, je viens récupérer la maille par l'arrière et je la tricote normalement. Puis je tricote les 2 dernières mailles. Voilà, le rang 1 est fait, j'ai 2 mailles de plus sur mes aiguilles. Pardon, je suis enrouée aujourd'hui. Hop. Le rang 2, je tricote mes mailles tout à fait normalement, sans rien faire de particulier. Et vous allez constater qu'à l'endroit où on a fait l'augmentation, c'est peut-être un tout petit peu plus raide.
mais rien de bien insurmontable. En tout cas, c'est normal. Vous voyez, c'est celle-là là, que j'ai augmentée. J'ai peut-être un petit peu plus de mal à passer mon aiguille dedans, mais c'est tout. Et la suivante est un peu plus lâche, par contre. Ok, rang 2, c'est fait. Et bien, rang 3, je vais faire la même chose. Je tricote les 2 premières mailles. Et la deuxième que je fais tomber, je la récupère par le bras arrière, par l'arrière, et je la tricote. Comme je veux faire mon augmentation à 2 mailles du bord, je vais tricoter donc les 4 mailles centrales. 1, 2, 3, et c'est sur la 4e que je viendrai faire mon augmentation. Et 4. Là. Je termine mes 2 mailles de la fin de mon rang. Rang numéro 3, c'est fait. Rang numéro 4, je tricote mes mailles tout à fait normalement. Voilà. Et rang numéro 5, donc là j'ai 6 et de 8 et de 10. Je compte 2, 4, 6, 8, 10 mailles sur mes aiguilles. Il m'en manque encore 2. Je tricote, rang numéro 5, les 2 premières mailles. Je saisis la maille qui est tombée par l'arrière. Je fais mon augmentation. Je continue à tricoter. Je m'arrêterai quand il y aura 2 mailles sur mon aiguille de gauche. Là, j'en ai 3. Donc, c'est sur celle-là qui se présente que je vais faire l'augmentation. Voilà. Il ne faut pas hésiter à écarter un petit peu pour pouvoir la tricoter aisément. Voilà mon rang numéro 5 qui se termine. Hop. Ah, j'ai des problèmes avec mon fil. Voilà. Et rang numéro 6, qui est le dernier rang pour moi, je tricote tout à fait normalement mes 12 mailles. Ok, donc là, du coup, j'ai noté mes 26 rangs. Donc, les 6 premiers viennent d'être pris par les augmentations et j'ai maintenant 12 mailles sur mes aiguilles. Il m'en reste donc 20. Je sais que je veux commencer mes boutonnières tout de suite. Donc, dès le rang 7 et le rang 8, je vais faire mes premières boutonnières. Je sais aussi que je ne veux pas faire mes dernières boutonnières sur les 2 derniers rangs parce que ça sera trop proche du bord. Donc j'ai choisi le rang 23 et 24. Il faut 2 rangs pour faire les boutonnières. Et donc je vais placer ma 3e série de boutonnières entre les deux. Donc là j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc je fais 2, 4, 6. Sur le rang 15 et le rang 16, je vais faire mes boutonnières. Il me restera encore 2, 4, 6 rangs entre les deux. Donc ça va, c'est assez équilibré. Donc l'objectif, c'est de répartir le nombre de rangs entre vos boutonnières, de sorte à ce que ça soit assez équilibré. Je vous conseille de les démarrer tout de suite, dès que vous avez fini vos augmentations sur le rang suivant. Mais par contre, de vous arrêter sans doute à 2 rangs de la fin, pour pas que votre dernière boutonnière soit près du moment où vous rabattez. Parce que le trou sera trop près du bord et ça va venir complètement le déformer. Donc à mon avis, il vaut mieux laisser 2 rangs libres à la fin. Voilà qui est fait pour la répartition des rangs. Maintenant, voyons la répartition au niveau des mailles. Voilà, je me suis mise dans le sens prête à tricoter et j'ai donc écrit, j'ai 12 mailles sur les aiguilles et je les ai notées ici, de la maille 1 à la maille 12. Donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est où sera positionné le jour, le trou, la boutonnière. Il faut que vous sachiez que le petit trou sera fait grâce à un jeté. Je vous montrerai comment on fait. Question, où est-ce que je place ce jeté? Alors, à mon avis, pas tout de suite après la première maille, parce que avoir un trou tout de suite en début de rang, ça va pas être bien simple, simplement parce que ça va se déformer quand on viendra enfiler les boutons ou pas. Moi, je vous conseille de faire votre premier jeté à 2 mailles ou à 3 mailles du bord, en fonction du nombre de mailles que vous avez sur vos aiguilles. Donc moi, je vais le faire à 2 mailles du bord. Je tricote la maille 1, la maille 2, et je fais un jeté. De l'autre côté, je laisse 2 mailles aussi, et il y aura un jeté là. Quand on va faire un jeté, ça aura pour effet de faire non seulement un trou, mais surtout de rajouter une maille. Il faut donc venir faire une diminution directement après ou juste avant, pour venir rétablir le nombre de mailles qu'on a sur les aiguilles. Donc je tricote une maille, 2 mailles, je fais un jeté, donc je rajoute une maille, et donc tout de suite après, je tricote 2 mailles ensemble. De ce côté, ça sera pareil. J'ai un jeté, donc juste avant, je ne peux pas le faire après, je suis obligée de le faire avant. Je vais tricoter 2 mailles ensemble, pour faire une diminution, pour équilibrer par rapport au jeté que je vais faire ici. Entre les deux, en ce qui me concerne, j'aurai 4 mailles à tricoter. Allez, on voit ça tout de suite.
J'étais en train de penser à un truc. Pendant le tuto, je vous ai parlé de la maille lisière qu'on pouvait faire d'une certaine façon pour que ce soit un petit peu joli sur les bords. Si vous voulez, je vais essayer de penser à le faire. Traiter la maille lisière d'une façon particulière, ça ne veut pas dire la tricoter d'une manière particulière, pas forcément. En l'occurrence, ça voudra dire que la première maille de chaque rang, à l'aller comme au retour, on va attraper la maille comme si on voulait la tricoter à l'endroit, mais on ne la tricote pas, on la glisse sans la tricoter. Donc là, je viens de faire ma maille numéro 1. Maille numéro 2, je la tricote. Je suis ici, donc maintenant je vais faire mon jeté. Alors mon jeté, c'est simplement entourer l'aiguille avec mon fil. Mon fil est derrière. Je passe entre les aiguilles, j'entoure mon aiguille et il revient derrière puisque je dois tricoter une maille à l'endroit juste après. J'ai fait mon jeté, maintenant je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit pour faire ma diminution. Donc c'est la même chose que ce qu'on faisait en fait pour les diminutions du bord. Je tricote, voilà, je passe mon aiguille dans les 2 mailles ensemble et je les tricote normalement. Ensuite, je dois tricoter 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Je suis arrivée ici, je dois tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. C'est un petit peu serré. Je fais mon jeté, le fil est derrière, je passe entre les aiguilles, j'entoure mon aiguille. Alors, je ne reviens pas vraiment derrière en fait. Ce qui se passe, c'est que mon fil va aller tout naturellement derrière, puisque juste après, j'ai une maille à l'endroit à tricoter, vous voyez. Hop. En fait, il reste derrière le fil. Et je tricote la 11e et la 12e maille. Sur le rang retour, je vais tricoter mes mailles normalement. Et c'est parce que les jetés que j'ai fait, je vais les tricoter normalement, c'est pour ça que je vais avoir un jour. Bon. Première maille, c'est la maille lisière, je la passe à l'envers sans la tricoter. Puis je tricote tout à fait normalement mes mailles. Une, voilà le jeté, il est bizarre, il n'est pas tenu. Je le tricote comme si c'était une maille normale. Et je continue. Voilà, j'arrive vers la fin de mon rang. Voilà le jeté que j'avais fait tout à l'heure. Et je le tricote tout à fait normalement. Ok, j'ai fait mon rang 1 et mon rang 2. Enfin, c'est mon rang 7 et mon rang 8 en l'occurrence pour moi. Ensuite, maintenant, alors... non, j'ai fait mon rang... Oui, j'ai fait mon rang 7 et mon rang 8, donc ici. Donc maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs à tricoter sans rien faire de particulier. Simplement, en début de chaque rang, je pense bien à passer ma maille à l'envers sans la tricoter, à glisser ma maille en la prenant à l'envers sans la tricoter, pour que la maille lisière soit jolie. Allez, je tricote ces rangs et puis on se retrouve ensuite. Voilà, je termine le rang numéro 14. Pensez bien à cocher parce que sinon vous ne saurez plus où vous en êtes. Hop, ici. Donc là, rang 15 et 16, eh bien, je vais faire la même chose que sur le rang 7 et 8, si mes aiguilles ne s'en mêlent pas trop. Donc la première maille, je la glisse en la prenant à l'envers. Je trouve pas que la misère, la lisière, soit si jolie que ça, donc je pense que j'oublie de faire un truc. Je me demande s'il ne faut pas que le fil soit à un certain endroit quand on glisse la première maille, parce que moi je la trouve pas très chouette. Enfin bon, bref. Alors, 1, 2, un jeté, 2 mailles ensemble, tac, 4 mailles à l'endroit. C'est un petit peu d'avoir un petit peu de place quand même. 3 et 4, 2 mailles ensemble, un jeté. Vous voyez, mon fil il va naturellement derrière, puisque je dois tricoter 2 mailles à l'endroit. Et rang 16, peut-être, je glisse la maille à l'envers, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, tu vois, genre, je sais pas, moi, que je mette le fil devant, je glisse, et ensuite je passe le fil derrière. Ça serait peut-être plus joli comme ça. J'ai un doute. Je mettrai un petit mot, ou je vous mettrai un lien vers une vidéo dans la barre d'infos où on vous explique un petit peu mieux comment on... Tiens, là, je suis sur la boutonnière. Comment on fait une jolie maille lisière. Le fait est que je n'en fais pas.
Déjà parce que assez souvent, le bord de l'ouvrage est pris dans une couture, donc que ce soit joli ou pas, ça n'a pas trop d'importance. Et puis l'autre chose, c'est qu'en fait, il faut bien y penser à chaque rang. Et je ne suis pas le genre de personne à bien penser à quelque chose à chaque première maille de chaque rang. Du coup, la maille lisière, je crois que honnêtement, c'est pas pour moi. Bon, allez, assez papoté, hop. Ah oui, oui, assez à papoter, dis donc, j'ai eu un message l'autre jour. Ouh là là, trop de bavardage, c'est quand qui commence le tuto? Je vous dis pas du tout ce que j'avais envie de répondre, mais oui, de temps en temps, je m'égare. En même temps, je fais pas de podcast. Tu vois, mes podcasts, ils sont dans mes tutos. Voilà, c'est un peu le plan. Bon, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, je tricote tout droit. Est-ce qu'on se retrouve sur le rang 23 et 24 pour que je vous remontre la boutonnière? Ouais, bon, on verra. Parce que je pense que là, vous avez compris, logiquement. Allez, je continue. Voilà, je termine mon 26e rang. Hop. Je coche. Je parle avec le bouchon dans la bouche. Tac. Allez, je me mets comme il faut. Bon, la maille lisière, ouais, j'ai dû louper quelque chose quelque part, hein. Par contre, les boutonnières, on les voit bien. Donc maintenant, je rabats. Je garderai un petit peu de fil perdu, juste assez pour le camoufler, pour être à l'aise pour le camoufler, parce que je n'aurai pas de couture à faire avec, évidemment, puisqu'on met des boutons. Donc du coup, je vais garder une quinzaine de centimètres. Veillez à ne pas trop tirer sur le fil, histoire que ça rétrécisse pas le haut de cette languette. Vous pourriez même utiliser des aiguilles une demi-taille au-dessus pour abattre, si vous ne savez pas le faire souplement. Alors il y a des techniques aussi après pour rabattre réellement souplement. Vous tapez sur YouTube rabattre les mailles souplement, et en général c'est des techniques qu'on utilise pour les côtes, pour que les côtes gardent toute leur souplesse. Donc là je rabats ça, je garde un petit peu de fil, et puis je le camoufle. Et on regarde un petit peu ce que ça donne. Oh, encore 6 boutons à coudre. Oh, j'en peux plus, moi, de ces boutons. Qu'est-ce que j'aime pas ça? Mais qu'est-ce que j'aime pas ça? C'est, je pense que je psychote un peu sur le truc. Ma paire de ciseaux, elle est là. Hop. Je passe la dernière maille. Et on regarde ce que ça donne. Bon, ben voilà. Alors, ça fait voir. Je vais me mettre comme ça, on y verra peut-être mieux. Donc, les boutonnières, tu vois, 2 mailles du bord, à mon avis, c'est tout à fait suffisant. Ce qui fait que le bord n'est pas trop délicat et en même temps les boutonnières sont suffisamment espacées pour que ça garde une proportion, enfin que ce soit proportionné. Donc ici l'objectif ça va être de replier, mettre les boutons, ce fil on le rentre, ce fil on le rentre. Et vous voyez quand je vous parlais de voir un petit peu la largeur de votre languette, ce que vous vouliez, il faut que ça reste une fois encore proportionnel à votre ouvrage. Si je fais, enfin à la limite on remarque je peux même faire une languette énorme, tu vois, ça, du coup c'est un autre style, enfin faut voir. Là-dessus, il faut vous lâcher un peu, quoi, hein. Faut faire des essais et puis voir un petit peu ce que ça donne. Pour ce qui est de la maille lisière, ben écoute, non, hein, j'ai dû faire un truc qui... j'ai pas dû faire comme il fallait. Mais ça, c'est de la mauvaise volonté de ma part, hein, ne cherchez pas, je me cherche pas d'excuses. C'est que vraiment, je sais que je vais pas y penser. Là, je trouve ça un peu moche, là. C'est quoi? C'est que j'ai trop tiré sur mes premières augmentations et que du coup, tu vois, c'est pas... Bon, hein, on va pas se plaindre. Eh bien, je me demande si c'est pas la version que je préfère, dis donc, parce que je me rends compte qu'on arrive à avoir un truc, tu vois, qui tombe pile poil. Pas mal du tout. Alors, quand je vais mettre les boutons, je vais vérifier ici. Je crois que c'est un 6-9 mois aussi, hein, il me semble. 8 cm, ouais, tout ça, ça a l'air d'aller, hein. Ouais, je crois que c'est ma version préférée. Alors que je pensais que ma version préférée, je pensais que c'était celle-là. Parce que je trouve ça trop mignon, ces petits boutons. Mais finalement, ouais. Bon, ce fil-là, avant de le rentrer, vous en profitez pour faire un peu de cache-misère sur l'angle. Puis, vous venez le rentrer sur l'arrière, là, sur cette partie-là. Faites attention de ne pas venir trop près des boutonnières, hein. Tac, tac, tac. Et du coup, ce fil-là, comme je n'ai pas de couture, je vais venir éventuellement réparer un peu l'angle si je le trouve moche. Et je vais venir longer jusqu'ici et je vais venir le camoufler sur cette partie-là. Tout ça, bien sûr, sur l'envers du travail. Je coule les boutons et puis on fait le bilan de toute cette petite aventure.
Quand je dis je coud le bouton, c'est pas maintenant, hein, comprenons-nous bien. Je vais pas du tout me précipiter, alors pas du tout. Il faudrait que je vous fasse une photo de ma réserve de boutons, parce qu'elle est assez hallucinante. Il y avait quelqu'un qui a arrêté son activité de mercerie et qui m'a vendu, donc, notamment, 2 meubles remplis de boutons. Tiens, je vais essayer de faire une photo, je vous le mets à la fin de la vidéo, juste pour vous faire baver. Non, non, je suis méchante. Donc, en parlant de coudre les boutons, la partie la plus intéressante, c'est de choisir les boutons. Mais il y en a tellement que du coup, je sais plus que faire. Mais donc, je me précipite pour choisir les boutons, mais je me précipite pas du tout pour les coudre. Parce que je sais pas si des fois ma mère passait à la maison, je pourrais toujours couiner un peu et peut-être qu'elle accepterait de les coudre pour moi. Et puis si elle passe pas, ben je le ferai, hein. Qu'est-ce que tu veux? Il faut bien. Bah oui, c'est pour mon petit... Alors attends, c'est le bébé de mon neveu qui va naître. Donc c'est mon petit-neveu. Je peux bien faire quelques efforts pour lui. Allez, à plus. Voilà, c'est le moment du bilan. Bon, je suis super contente, hein, d'avoir tourné ce tuto, d'autant plus que ça s'est plutôt bien passé. Là, c'est mes petites étiquettes qui dépassent parce que je viens de tourner la présentation du tuto et je me souviens jamais des détails, tout simplement. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, ça s'est bien passé parce que voilà, j'ai fait les choses dans l'ordre, j'ai pas fait 15 000 trucs à la fois, alors que le tuto précédent, très honnêtement, j'ai laissé traîner ça 3 mois, c'est vraiment pas la solution. Donc vraiment beaucoup de plaisir à le faire. D'ailleurs, vous voyez, j'en ai fait quand même quelques exemplaires et je pense que je vais en faire d'autres parce que ça m'éclate et c'est quand même très rapide. Beaucoup de plaisir à le faire et puis je trouve que le résultat est très sympa. Alors contrairement à ce que je pensais, c'est pas la version bouton pression qui me plaît le mieux. J'aime beaucoup les pressions, surtout qu'on en trouve des vraiment super jolies, puis c'est pratique. Vous savez que j'aime pas coudre les boutons, donc je pensais réellement que c'était la version qui allait le mieux me plaire. Mais finalement, je trouve que c'est pas la plus commode. Puis alors je sais pas si j'ai des pressions particulièrement difficiles à défaire, mais tu vois, je les trouve pas très... Alors je me disais, dans ce cas-là, l'idéal, c'est peut-être de laisser les pressions fermées, de retirer le petit cache-couche comme ça, et d'enlever les pressions après. Je sais pas, ça sera à vous de voir. Celui-ci me plaît beaucoup aussi, mais ça suppose qu'on ait des tout petits boutons layettes et qu'on tricote avec des aiguilles un peu grosses, de sorte à pouvoir passer le bouton dans les trous. Donc finalement, ma version préférée, pour en tout cas les petites tailles, ça sera celle-ci. Ça nécessite d'avoir des boutons et de faire des boutonnières, mais je trouve quand même que c'est beaucoup plus simple, finalement. Et puis faire des boutonnières, eh ben, ça fait de mal à personne. Vous avez vu, je les ai cousus des boutons, hein, j'ai été super sage. Et celui-ci, je trouve que ça convient vraiment parfaitement quand on n'est pas super équipé, qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, c'est des coutures. Ça convient sans doute plus aux grandes tailles puisqu'il s'agit d'enfiler le cache-couche. On n'a pas la possibilité de changer le bébé comme ça sur la table à langer. Il faut qu'il soit debout pour le changer, donc, enfin debout, pas forcément, qu'est-ce que je raconte? Oh, sur du 9 mois, c'est peut-être faisable, mais enfin moi je trouve que sur du naissance, 3 mois, c'est un peu délicat, mais bon, tout ça, c'est vous qui verrez. C'est vraiment de travers, là, hein. Tu vois, c'est un peu... faudrait que je le tourne comme ça pour que ce soit droit. Bon, en tout cas, beaucoup de plaisir à faire ce tuto. J'espère que ça vous aura plu aussi. J'espère aussi que vous me posterez... Ah, le téléphone. Zut. J'ai oublié de le débrancher. Bon, ben, je vais couper, hein, du coup. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, j'espère que vous me posterez des photos de vos cache-couches, ben, peut-être des versions hiver, évidemment, mais peut-être des versions printemps-été. Pour des robes de baptême, pour mettre pour un truc de plage en coton aussi, tu vois, ou sous une petite robe de printemps ou d'été. Je suis intimement persuadée que ça va être très sympa. Alors maintenant, c'est les chiens à bois. Je sens que ça va être compliqué. Il était temps que ce tuto se termine. Allez, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto tricot.